Donc moi je pense qu'il faut regarder la Tunisie avec d'abord un côté très très positif, quelque chose se passe, mais il ne faut pas se leurrer. Si la réussite de la Tunisie est et peut devenir une réussite, ça ne veut absolument pas dire qu'elle entraîne l'effet domino de tous les autres. C'est ça que je voulais mettre comme thèse. Deuxième élément, il faut beaucoup étudier la question libyenne. Bon, vous avez peut-être vu, et là je le mets également dans le livre, on a vu tout ce qui s'était passé. Là on a clairement une instrumentalisation, et là on a des traitements différenciés. Sur la question libyenne, aujourd'hui, tout porte à croire qu'on ne va pas du tout vers un processus de normalisation politique. À l'heure où des gens se tirent dessus dans les rues, que ce soit à Misrata, que ce soit à Benghazi, que ce soit à Tripoli, vous n'avez jamais eu autant de contrats signés que dans les 2 dernières semaines, dont la majorité sont pour les Français. La majorité sont pour les Français, avec votre très cher Lelouch, qui va expliquer qu'il a toujours été du côté des peuples. Donc, ça, c'est des réalités concrètes, c'est-à-dire sur la question de la flotte aérienne libyenne, sur la question des communications, sur la question de la reconstruction, on a des contrats qui sont partagés essentiellement entre les Français et les Américains, majoritairement. Ce n'est pas les seuls, mais majoritairement. La Turquie essaye aujourd'hui, vous savez que quand Erdogan a fait son tour entre l'Égypte, la Tunisie et la Libye, il se déplaçait avec 100 chefs d'entreprise pour essayer... Ah oui, ils se promènent pour des marchés, ils ne se promènent pas pour propager la... Enfin bref, vous savez ça, tout le monde a fait ceci et tous les pays ont essayé de placer leurs pions. Et en même temps, le Conseil national de transition, Moustapha Abdeljali, auquel moi, bon, ça c'est un avis personnel, mais au vu de l'étude de sa vie et de ce qu'il a été et de ce où il se situe, je ne peux pas faire confiance à cet homme-là. Il sort, mais franchement, c'est ou nous prendre pour des idiots, ou alors on est vraiment des idiots. Il sort comme première déclaration au moment où le pays est libéré, nous allons appliquer la charia et introduire la polygamie. Si ça, c'est pas un discours pour l'Occident, j'y comprends rien. C'est-à-dire, effectivement, la charia, ça peut faire plaisir en disant, vous voyez, on est des indépendants, il n'y a personne derrière nous. Et qu'est-ce qui est le plus choquant pour l'Occident? La polygamie. Et il dit ça. C'est-à-dire, comme si c'était vraiment la préoccupation. Les types, ils viennent de sortir de 40 ans. Ah, la polygamie. Inch'Allah, ça va être bien le pays là. Oui, les gens. Ça, c'est une petite formule comme chez nous. Mais, vous voyez, il dit ceci. Et ça, c'est un message qui va dans 2 sens. Un, pour le peuple libyen, on est autonome, vous voyez, donc oubliez les HL, oubliez Alain Juppé, oubliez l'OTAN, oubliez, on est libre maintenant, il nous laisse même dire ça. Et pour l'Occident, il n'y avait rien de mieux que de le laisser dire ça, pour dire, vous voyez, on n'y est pas. Et derrière la scène, la réalité économique. Et ça, pour moi, c'est révélateur d'un espèce de jeu politique, et derrière, on ne nous parle pas des équilibres économiques qui se mettent en place. Et des démocraties sous contrôle économique, ce ne sont pas des démocraties, ce ne sont pas des processus. Et nous, on devrait être les premiers à le dire, quand on voit ce qui est en train de se passer en Europe, quand on voit que des agences de notation font tomber des gouvernements, que nous là, on regarde et qu'on nous dit, mais vous votez? Ben, c'est sympa, on vote, mais ça ne sert à rien. Parce qu'au bout du compte, ce qui est en train de se passer, c'est que des gouvernements sont élus, des experts sont mis à leur place, et que notre démocratie, elle est en crise aujourd'hui. Elle est en crise pourquoi? Pas parce que le religieux s'impose aux politiques, mais parce que l'économique s'impose aux politiques. Et que moi, la question que je pose dans le livre, elle est celle-ci, elle dit, arrêtez de nous dire que la seule question qui compte dans le monde arabo-musulman et dans les sociétés majoritairement musulmanes, c'est la relation du religieux au politique. C'est toutes les impositions sur le politique qui pose problème, au premier rang desquels l'impérialisme culturel et l'impérialisme économique. Ça, c'est les 2 premières... C'est les vraies questions qu'on devrait poser, et pas continuer. Moi, je vais dire, pour la promotion du livre, j'ai dû répondre, mais 100 fois à l'islam est-il compatible avec la démocratie? Vous voyez, on en est là. Je veux dire, 25 ans plus tard, enfin 25 ans plus tard pour ma propre expérience, mais les générations qui nous ont précédés, ils disaient la même chose. On n'en est pas sorti. Mohamed Assad, l'un des premiers penseurs européens de confession musulmane, il était juif, il s'est converti à l'islam, il répondait à la même question.
Et il n'y en a pas de problème avec ça. Mais ça fait 50 ans. En fait, l'impérialisme culturel consiste à poser les termes du débat pour vous faire éviter les vraies questions du débat. C'est ça, l'impérialisme. Et ça, vous n'allez pas applaudir chaque fois que ça vous plaît. Donc ça, c'est un élément. Donc, et la Libye, de ce point de vue-là, est assez révélatrice. Maintenant, quand on vient à voir ce qui est en train de se passer, et qui sont des vraies questions, moi, dans le texte, je suis assez critique. Mais ce que j'essaye, c'est pas d'être critique pour être critique, parce qu'il y a des gens qui l'ont mal pris. Moi, j'essaie d'être critique d'un point de vue constructif. Et quand je regarde la polarisation, qui ne vient pas uniquement de l'Occident, mais qui vient des vrais... Comment se poser les termes du débat en Tunisie, en Égypte, en Syrie, en Libye ou dans le monde majoritairement musulman, cette polarisation-là, elle est tout à fait contre-productive. Parce que finalement, et les laïcs et les islamistes ne prennent leur légitimité que par leur opposition à l'autre camp. C'est-à-dire, les laïcs disent, de toute façon, vous êtes des dogmatiques, vous êtes des religieux, la seule chose qui vous intéresse, c'est de nous mener vers l'Iran, et donc on est de ce point de vue-là légitimés à être les progressistes proches de l'Occident, et de l'autre côté, les islamistes disent, vous êtes des occidentaux, des occidentalisés, vous êtes des vendus à l'Occident, et nous sommes les garants de la tradition. Et finalement, au bout du compte, on a un discours sur les crédibilités superficielles, pas sur les politiques substantives. C'est-à-dire la substance de la politique, quel type de politique éducationnelle, quel type de rapport à la question de l'économie, à la question culturelle. Ça n'est pas dans l'ordre du débat. Et ça, c'est ce qui se passe dans le monde majoritairement musulman. Et nous, quand on vit en Europe et qu'on est en train de se battre contre des populismes, qu'est-ce que c'est le populisme? Le populisme, c'est utiliser des émotions pour éviter la réflexion, pour éviter la pensée politique profonde. C'est ça à quoi on est mené par les populistes. C'est ça à quoi nous mènent des gens comme Sarkozy, Sarkozy comme l'autre, je veux dire, moi, je ne veux pas rentrer dans le débat français, mais bonne chance, quoi. Bonne chance. Franchement, bonne chance. Mais enfin, bref. Par rapport à la question de ces mouvements populistes, on est vraiment dans la légitimité superficielle. Et ça, c'est ce à quoi nous mène le débat aujourd'hui dans les sociétés majoritairement musulmanes, et il faut en faire la critique. Sur la question des politiques ou des laïcs, par exemple, ou des mouvements qui sont de gauche, il faut poser des vraies questions. Vous avez été pendant des années des soutiens, certains d'entre eux, attention, pas tous, certains laïcs ont soutenu des dictatures, mais pas tous. On a eu des gens qui ont été formidables, des gens qui ont fait de la prison, des communistes qui ont payé de leur sang, de leur chair, de leur famille, en passant des années en prison, qui étaient des syndicalistes, et ça, il faut reconnaître leur présence. Maintenant, il faut aussi leur poser la question, mais quel est votre lien réel avec la population? Quel type de représentation avez-vous? Parce que ça ne suffit pas d'avoir le langage qui est entendu en Occident. Il faut l'avoir comme entendu par vos peuples, par la base. Est-ce que vous êtes en contact avec eux? Quelle vision vous avez pour l'avenir? Il ne suffit pas d'être laïque pour être un connaisseur de son pays ou avoir une vision politique. Ça, pour les islamistes, c'est la même chose. Et Dieu sait si moi, j'ai traversé toutes ces années-là pour dire, mais au bout du compte, quel type de politique allez-vous mener? Il ne suffit pas d'avoir la légitimité religieuse pour avoir une vision politique réelle sur les questions, encore une fois, de l'éducation, de l'emploi, de la question économique. Il ne suffit pas de mettre islamique à économie pour avoir résolu la situation. Parce que le vrai problème que l'on a, c'est que la majorité des mouvements islamistes sont passés pour certains de l'acceptation d'une sorte de théologie de la libération à l'intégration au marché économique majoritaire. C'est ça la réalité aujourd'hui, l'acceptation de l'ordre en disant on ne peut pas contester l'ordre économique majoritaire, mieux vaut s'y intégrer. Alors que dans les années 30, dans les années 40, dans les années 50, on avait des mouvements qui étaient plus dans la résistance économique, c'est-à-dire une alternative à ça. Aujourd'hui, ça, majoritairement, ça a disparu. Essayez de me montrer un mouvement, aujourd'hui, islamiste, qui soit populaire, qui ait une vraie réflexion sur une alternative économique. Mais pas simplement verbale, pas en disant islamique, ou en disant on est contre l'intérêt. Je veux dire, qu'on me dise en Arabie Saoudite qu'on est contre l'intérêt et qu'on ait le système économique que l'on a maintenant, c'est quoi? C'est de l'hypocrisie. C'est de l'hypocrisie caractérisée, ça n'existe pas, ça. Donc je veux dire que, de ce point de vue, il faut que, de là où nous sommes,
et c'est là où moi ça m'intéresse, notre situation en Occident, nous puissions entrer dans un débat où nous posions les vraies questions sur les visions sociales, les visions économiques, les vraies visions culturelles aussi. Parce que moi, c'est vrai, c'est très important ça. C'est contester les termes, la terminologie et les termes du débat. Alors je fais la différence entre les deux. La terminologie, c'est les définitions des mots. Les termes du débat, c'est votre projection sur le réel. Les termes du débat, c'est comment vous projetez sur le réel. Et la terminologie, c'est la définition des mots que vous allez employer. Il faut contester les deux. Et de là où nous sommes en Occident, nous devrions être armés à apporter ce débat-là. C'est-à-dire pas tomber dans cette polarisation, un, et deux, apporter les vraies questions. Je veux dire, moi, dire aux pays majoritairement musulmans, au monde arabe, devenez des démocraties en disant que le seul modèle que nous ayons, c'est l'Europe ou les États-Unis, je dis non, là, il vaut mieux que vous soyez critiques, parce qu'on est mal parti, ou on est en train de mal finir. Parce que ça, c'est là où nous devons, nous, établir des liens, et aussi comprendre une chose, dans le jeu d'échecs dont je parlais, il faut développer des relations sud-sud. Il faut qu'il y ait des déplacements, briser cette ancienne polarisation islam-occident. Ça, c'est terminé. Il faut déplacer, utiliser la multipolarité. Maintenant, il ne faut pas être naïf non plus. Parce que certains se disent, mieux vaut la Chine que les États-Unis. Je l'entends, mais je vous promets, moi quand je vais en Afrique, ils disent, ah, avec eux au moins on bosse. Ils ne se posent pas de questions. D'abord, ils ne vous posent jamais la question des droits de l'homme, ils s'en moquent complètement. De toute façon, eux, ils envoient. Il faut quand même savoir qu'il y a une quantité de condamnés à mort chinois qui finissent à travailler en Afrique parce que c'est comme ça qu'ils évitent la peine de mort. C'est-à-dire qu'on les envoie travailler et ils ont un réseau de travail. Mais c'est effectivement ce qu'on appelle le capitalisme asiatique. C'est de l'efficacité, de la productivité, moins la liberté. Ce n'est pas ce qu'on cherche. Et donc, de ce point de vue, il faut quand même se rendre compte que ce capitalisme-là, cette intégration de la Chine à cet ordre-là, est réel. Et que l'Inde et que les autres pays aujourd'hui qui nous permettent la multipolarité, ils ne nous présentent pas des modèles économiques nouveaux. Ce dont il faut tirer profit, c'est la diversité des points de vue. Mais il n'y a personne qui nous donne un modèle d'économie renouvelée. C'est-à-dire jouer sur... contrebalancer les pouvoirs des uns par le pouvoir des autres. Il faut avoir une vision de comment est-ce qu'on peut utiliser les uns par rapport aux autres et trouver une alternative à ça. Est-ce que ça, c'est possible? Ça, c'est la question qui m'intéresse de poser aujourd'hui et qu'on n'est pas en train du tout de poser. Deux derniers mots. Le premier sur l'Égypte. Alors moi, je l'ai dit assez tôt. À un moment donné, j'ai dit, ce qui se passe en Tunisie ne se passera pas en Égypte. Et là, ils m'ont donné tort. Le peuple égyptien s'est soulevé. Et là, ce qui est en train de se passer, c'est qu'ils sont en train de me donner raison. C'est-à-dire que le peuple égyptien s'est soulevé, certes, et ce qu'on est en train de voir, c'est qu'à aucun moment, l'armée n'a perdu réellement le contrôle. Il y a eu une scission au sein de l'armée, mais l'armée tient. Et ce qu'on est en train de voir, c'est l'émergence. Et ça, tout le monde le savait. Si quelqu'un pensait que s'il y avait un vote, tout le monde disait 30 à 40% pour les frères musulmans, qui ont une crédibilité historique, ils ont payé de leur sang, ce n'est pas les seuls, et ils sont présents aujourd'hui. Ils ont implosé, les frères musulmans. 2 jours avant la mobilisation du 25 janvier, les jeunes disaient qu'il faut y aller, l'ancienne garde disait il ne faut pas y aller, et vous avez des gens aujourd'hui qui discutent avec l'armée, vous avez des gens qui discutent avec les États-Unis. Ça, c'est pas nouveau. Je veux dire, ceux qui vous disent, encore une fois, discuter avec les États-Unis ou discuter avec l'Europe, n'importe quelle personne qui fait de la politique sait que c'est une nécessité. La question est les termes de la discussion. C'est pas le fait de discuter. Discuter, il le faut. Maintenant, les termes de la discussion. Et il y en a certains qui vont très très loin en se disant il ne faut pas se mettre les États-Unis à dos, il faut travailler avec ceux qui, aux États-Unis, disent laissons les islamistes passer et regardons ce qu'ils vont faire. Et là, l'armée, elle est en collaboration, elle reste en relation avec les États-Unis.